Bonjour à tous, c'est Olivier. Et avant de découvrir notre invité pour ce nouvel épisode, je voulais remercier Didier Poulmer, qui est président du cabinet Poulmer Avocat et Fiduciaire. Mais vous allez me dire, quel rapport avec le podcast Devenir triathlète? Eh bien, il se trouve que Didier Poulmer est spécialisé dans l'univers des médias et du sport, et en particulier du triathlon. Il nous a donc proposé son aide pour préparer certains épisodes avec un regard un peu plus business sur le sport. C'est donc grâce à lui que nous enregistrons cet épisode de la semaine avec un invité de marque. Je ne vous fais pas plus attendre. Allez, place à l'épisode. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et cette semaine, nous recevons un grand monsieur du triathlon. Oula, j'ai des frissons rien que d'y penser, rien que de prononcer ton nom. Je suis très heureux d'avoir à notre table virtuelle monsieur Yves Cordier. Salut Yves. Salut, bonjour à tous. On va pouvoir revenir avec toi sur le triathlon en France, puisque tu fais partie de ceux qui ont fortement contribué à l'essor, au développement du triathlon. Peut-être que les moins jeunes ne te connaissent pas forcément. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est de nous en dire plus sur toi. Qui est Yves Cordier ? Eh ben, écoutez, ravi d'être présent sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à l'histoire du triathlon. Donc moi, mon parcours, j'ai été nageur en sport-études et à 20 ans, j'ai décidé d'arrêter la natation et puis il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte parce que je venais en vacances à Nice régulièrement chez mes grands-parents. J'ai découvert le triathlon en 1982 donc à Nice, la première édition avec Mark Allen et tous les Américains. Et puis tout simplement l'année d'après, lors de mes vacances, j'ai décidé de me dire pourquoi pas. Je voyais plus grand chose dans la natation et j'ai fait la première édition en 83. Donc il y a maintenant 40 ans que je baigne dans le triathlon. Ça a été une expérience de vie incroyable. Voilà, de 83 jusqu'à 2001 pour ma carrière sportive, avec beaucoup de belles choses parce que voilà le début du triathlon a été vraiment source de plein d'innovations, plein de challenges pour moi, enfin très riche sur un plan personnel. Voilà, et puis ensuite j'ai décidé de me reconvertir comme tout sportif de haut niveau et très rapidement j'ai alterné le mode coach et organisateur et je suis devenu organisateur pour Ironman en 2004 ici à Nice et maintenant voilà ça va faire bientôt 20 ans donc entre-temps j'ai entraîné aussi, j'entraîne encore quelques athlètes de haut niveau et puis voilà je continue à m'entraîner et j'ai toujours la passion. Waouh, écoute, moi ça me fait vraiment une longue carrière résumée en quelques lignes. On va pouvoir revenir là-dedans un petit peu plus en détail. Et Yves, si on recommence justement au début, ça ressemblait à quoi un triathlon en 1982 ? Alors on a tous découvert, on a eu la chance que France 2, Antenne 2 à l'époque, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, et puis on va dire résumer ce reportage en un peu plus d'une heure. Et je pense qu'à l'époque, on n'était pas du tout on était dans des sports qui étaient super normés, etc. Il n'y avait pas de VTT, il n'y avait pas de trail, le marathon, on le voyait qu'une fois de temps en temps. Et c'est vrai que les images que l'on a pu voir un samedi après-midi a vraiment bouleversé un peu la planète sportive, et puis c'est repassé et ça a beaucoup changé dans
dans la mentalité des gens, à savoir que voilà, il y avait possibilité de faire du sport tout autre que de le faire avec des normes bien précises autour d'un stade pour courir ou être forcément licencié en vélo. Et voilà, les cyclos ont démarré, le VTT a démarré, enfin beaucoup de sports ont démarré juste après cela. Mais oui, ça ressemblait à quelque chose de complètement fou, quoi. Vraiment, on avait l'impression que c'était des gens qui sortaient de la planète Mars, qui pouvaient voilà, enchaîner 4 km de natation, 120 ou 180 km de vélo parce qu'il y avait aussi Hawaï. Et puis effectivement courir avec des charges de fatigue, des images incroyables de gens qui étaient complètement non entraînés et qui n'avaient pas du tout aujourd'hui l'entraînement, les recommandations, le suivi nutritionnel, etc. Voilà, donc oui, c'était vraiment c'est sorti comme ça, mais de suite il y a eu un engouement terrible, un engouement médiatique, puisque bon, comme je parlais, Antenne 2. Mais voilà, les magazines, les journaux, les radios, les marques, tout de suite. Donc en 84 est né le circuit Antenne 2, le Coq Sportif, un circuit en France d'une dizaine, une douzaine de courses avec une finale en fin d'année. Donc voilà, il y a eu un intérêt tout de suite, on va dire général, à travers cette épreuve un petit peu, on va dire incroyable. La course en elle-même, ça ressemblait à quoi en termes de, enfin, qu'on se projette un petit peu dans le temps. J'imagine il y avait probablement pas autant de participants qu'aujourd'hui. Et la course en elle-même, enfin les participants, ils étaient équipés comment? Enfin voilà, tu peux nous faire revivre un petit peu ces moments? Alors 82, je crois qu'ils étaient une petite cinquantaine. Alors pour l'histoire, en 82, l'épreuve devait avoir lieu. C'est IMG McCormack qui avait décidé de reprendre l'idée d'Hawaï, de l'importer en Europe. Et il avait décidé de le proposer autour de Monaco, enfin à Monaco, mais malheureusement en 82 il y a eu le décès de la princesse Grace qui est décédée, donc Monaco en deuil, IMG s'est retourné vers la ville de Nice, et la ville de Nice a proposé, mais un petit peu plus tard, c'est-à-dire en début novembre. Donc début novembre, je vous laisse imaginer, même si c'est Nice, les températures n'étaient pas appropriées. Les équipements n'étaient pas ceux de maintenant, et oui, donc il y a eu une épreuve un petit peu raccourcie en natation avec à peu près 1500 ou 2000 mètres, mais voilà, pas de combinaison, donc les athlètes sortaient complètement transis de froid. Du vélo avec des habits pas du tout adéquats, enfin voilà, des gens. Alors certes, Mark Allen qui l'emporte cette année-là avait déjà commencé du triathlon aux États-Unis, mais voilà, c'était très folklore. Et puis voilà, après la course à pied, je vous laisse imaginer avec quelques ravitaillements, enfin aucun accompagnement dans ce sens-là. Donc mais bon, tous ceux qui ont terminé étaient des héros. Voilà. Et l'année d'après, l'épreuve de 50 est passée à 250, laquelle j'ai participé. Et puis ainsi de suite. Je crois qu'on était un peu presque un millier en 84. Et puis voilà, c'est monté crescendo. Voilà, on a eu effectivement beaucoup à l'époque. Deux courses sortaient du lot, où les athlètes se retrouvaient, c'était Nice et Hawaï. Voilà, donc la France a été, j'ai envie de dire, assez précurseur dans pas mal de choses. Voilà, le premier championnat du monde à Avignon en 89, et beaucoup d'idées sont venues de l'Australie, de la France. Les athlètes aussi qui ont brillé en France, voilà, et puis voilà. Mais bon, pour revenir, oui, c'était des images vraiment inédites, incroyables, et des transitions qui étaient un petit peu. Je me souviens d'un triathlon où le papa de Fred Bello, qui a été aussi précurseur, qui a commencé avec moi,
avait décidé d'attacher ses chaussures en dessous de course à pied, en dessous de sa selle, pour gagner du temps. Il avait posé son vélo un peu n'importe où, et était parti en course à pied en faisant une transition complètement éclair, quoi. Voilà, c'était déjà les prémices de beaucoup de recherche et de solutions. Effectivement, Georges Bellobre, de qui on a pu parler récemment avec Fred justement, qui était au micro du podcast dans un épisode récent qui n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre. D'accord, ouais. mais qui va sortir très prochainement, et quand vous l'écouterez du coup il sera déjà sorti, donc voilà. Alors corrige-moi si je me trompe, mais Nice, ça n'a pas toujours été un Ironman. Avant, c'était un triathlon longue distance au format français. 83, c'était 3 km de natation, 120 km en vélo et 32 en course à pied. Et à partir de quand est-ce que les distances ont évolué justement ? C'est resté 3 km, 120 et 32 jusqu'en 1994, jusqu'à la fin de l'ère de McCormack, qui a organisé jusqu'en 94. Après, il y a eu les premiers championnats du monde ITU en 94 sous un mode 4, 120 et 30. Et puis la fédération a conservé cette distance-là pendant quelques années. Et puis soudainement, il y a eu le label Ironman qui est arrivé en 2005 sur les distances que tout le monde connaît. Donc voilà, la distance Ironman. 82, 83 et même les années encore après, tout ça c'est la belle époque. C'était le triathlon en mode route à l'ancienne, maillot de bain cinglé. Alors pour 82 et 83, c'était même pas ça, hein. En 82-83, c'était on nageait avec l'équipement du nageur, et puis après on passait en mode vélo avec le cuissard, le maillot de vélo, et puis en course à pied on se changeait, on prenait le débardeur, et puis voilà. On était vraiment sur aucune réflexion. Alors 82, 83, 84, moi j'ai eu les premières trifonctions où on faisait tout avec. Et puis on a lâché la trifonction, et on est passé au maillot de bain débardeur. Voilà, et ça quel que soit le temps, je me souviens d'un épisode sur l'Ambraman en la première année que j'ai dû le faire en 87, où il y avait eu un orage, mais bon, ça nous faisait pas peur, hein. On restait effectivement avec notre tenue spéciale triathlon, ouais. C'est marrant que tu parles des premières trifonctions qui sont arrivées en 83-84. Après, on est repassé, ou plutôt passé au maillot cinglé, avant de maintenant qui fait un triathlon sans trifonction? Enfin, je veux dire, en dehors des triathlons découvertes, tout le monde est sur la trifonction. Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, toi qui fais partie justement de ces précurseurs du triathlon en France, que on a un peu switché? Je pense qu'il y a eu pas mal de choses, parce que bon, il y avait les distances courtes, et les distances courtes, il n'était pas question de nager avec une trifonction, et voilà, les triathlons avec lesquels où il y avait une eau relativement chaude, et il y en avait beaucoup c'était essentiellement l'été. Donc on nageait en maillot de bain, voilà. Donc on nageait en maillot de bain, et après il fallait vite. On avait déjà pris, on travaillait vraiment les transitions, donc il fallait vraiment mettre quelque chose de super simple à enfiler. Donc le singlet, on l'appelait le singlet, hein. Et voilà. Donc c'était peut-être plus propice aux petites distances. Mais bon, on peut revoir beaucoup de photos, que ça soit à Hawaï ou ailleurs, jusqu'à Faris Al Sultan qui est resté dans cette mode jusqu'aux années 2000, quoi. Hein, voilà. Donc, mais bon, on peut nous regarder aujourd'hui comme des extraterrestres, mais je pense qu'en fait, on a permis beaucoup d'évolution pour le sport. Hein, on parle du fameux guidon de triathlon. Le fameux guidon de triathlon, c'est le triathlon qui l'a amené, et je me souviens avoir été à Hawaï et d'avoir ramené quelques guidons un petit peu étranges, et je me disais, est-ce que j'en prends pas, est-ce que ça va être bien? J'en avais ramené une petite dizaine dans mon package vélo. Et quand j'étais arrivé en France, on m'avait dit, mais c'est quoi? Et puis à cette époque-là, j'avais rencontré Cyril Guimard qui venait en stage avec Laurent Fignon, toujours début d'hiver.
Et il me disait, mais vraiment, les triathlètes, il vous faut toujours des choses un peu particulières, et vous avez besoin de ça. Et quelques mois plus tard, effectivement, on se souvient donc le pauvre Laurent Fignon qui se faisait battre par Greg LeMond, donc de 8 secondes sur les Champs-Élysées. Voilà, donc le guidon de triathlon est né de là. Les habits, vous parliez des habits, mais moi je commençais à courir en Fédération française de cyclisme. La première fois que j'y vais, je prends une amende parce que j'avais des chaussettes qui étaient pas couleur blanche, et il fallait avoir un cuissard noir, des chaussures noires, des chaussettes blanches, etc. Le triathlon, pour regarder les premières images, c'était du rose, du jaune, du fluo. Ça a permis beaucoup de changements dans le sport, en tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le triathlon et qui peuvent avoir tendance à dire ouais, mais c'est vachement régulé, tu peux pas faire du drafting, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais en réalité, si on compare à d'autres sports, que ce soit l'athlétisme, le cyclisme ou autre, ça reste quand même un sport très libre, un peu freestyle, quoi. Oui, bien sûr, et il faut le laisser parce que la particularité du triathlon, c'est un sport qui peut permettre aux professionnels de faire des courses avec des amateurs. Et donc dans les amateurs, on a de nombreuses courses, même les plus grosses, même des courses Ironman, où on a à peu près 30% de gens qui font quasiment leur premier triathlon par un Ironman. Et ces gens-là, il faut leur laisser effectivement le choix de pouvoir s'équiper. Alors maintenant, bien sûr que nous à l'époque, on était vraiment, on inventait beaucoup de choses. Maintenant, voilà, il y a des clubs, il y a des coachs, donc les conseils sont là. Mais néanmoins, voilà, il y a la possibilité de pouvoir avoir un panel de choix pour participer, celui qui veut, on va dire, quelque chose d'un peu plus léger, celui qui veut prendre une veste, il y a maintenant des choses qui sont plus normées, mais néanmoins on est quand même vraiment totalement différent des sports élites que peuvent être la natation, le cyclisme, la course à pied, quoi. Ok, et donc de 82, 83 à aujourd'hui, ça fait effectivement 40 ans, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que toi tu as vu des époques un peu différentes du triathlon, tu dirais de 82, enfin pendant 15 ans par exemple, le triathlon est resté quelque chose d'assez même si c'était en croissance, mais ça restait très niche, et puis ça s'est popularisé à un certain moment. Ou est-ce qu'il y a eu des éléments un peu déclencheurs? Tu parlais de l'arrivée d'Ironman par exemple en France. Enfin voilà, est-ce que c'est d'après toi, quelles sont les grandes étapes dans ces 40 dernières années dans le triathlon? Je pense qu'il y a eu pas mal d'étapes. Oui, il y a eu les années 80-90. Après, il y a eu le premier championnat du monde, donc en 89 à Avignon, qui a commencé à donner, on va dire, des titres internationaux, championnat d'Europe, championnat du monde. Bien sûr, les épreuves mythiques d'Hawaï. Ensuite, l'apparition des premiers Jeux de Sydney. Ça a été un déclencheur. Quand on passe à sport, passe olympique, c'est déterminant. De suite, là, il y a eu une véritable spécificité pour une fédération de préparer des athlètes de haut niveau. Une médaille olympique, ça doit se gagner, et voilà, il y a eu vraiment un développement autour de ça. Une spécificité, certainement, on va dire, à partir de cette époque-là où on a eu ceux qui faisaient du longue distance, ceux qui faisaient de l'olympique, quoi. Donc voilà, je pense que c'est là qu'il y a eu, on va dire, un grand changement. Après, c'est venu progressivement. C'est venu progressivement. On va dire les circuits, les enjeux financiers, les grandes marques, les gros price-money, mais bon, après une évolution de toute façon, quoi qu'il en soit, sur le développement des participants.
On est maintenant à près de 60 000 licenciés en France, plus tous ceux qui prennent des passes compétition. Donc on se retrouve avec un niveau de pratique différent des années 80-90. Le triathlète à l'époque, il était triathlète et il courait 10, 15, 20 fois, il prenait sa voiture, il faisait le tour de la France, etc. Maintenant, il y a des gens qui vont faire une ou deux compétitions et puis ils vont faire une cyclo, ils vont faire un trail, ils vont faire des choses qui sont totalement variées. On est moins spécifié. Voilà. Et que ce soit au niveau, par exemple, au niveau des licenciés, c'est peut-être un bon indicateur. Est-ce que ça a été une évolution constante jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu des périodes où ça a baissé? Non, ça a été vraiment constant. Donc là, il faudra regarder sur la fédération, mais la seule petite baisse, évidemment, comme tout le monde, sur la période Covid. Là, les chiffres, mais néanmoins, le Covid n'a pas arrêté la pratique. Au contraire, les gens se sont entraînés. On a eu un développement, un petit peu ralenti après pour reprendre une licence, avec la crainte de se dire est-ce qu'il va y avoir le Covid, est-ce que si ou là. Maintenant, je pense que 2023, 2024, on va repartir comme on s'était arrêté, quoi. Et c'est là où justement la licence était peut-être pas le meilleur indicateur, puisque effectivement moi en tout cas je pense, après ça reste une observation, j'ai pas forcément la donnée pour pouvoir valider ça, mais en tout cas mon impression c'est que les gens ont découvert aussi, beaucoup de gens qui faisaient pas du tout de sport, qui étaient très sédentaires, ont découvert la course à pied ou le vélo pour histoire de prendre l'air, de changer un peu les esprits, parce que on pouvait plus forcément aller boire des verres le samedi soir, donc du coup on allait faire du sport le dimanche matin, et je pense que tout ça c'est des gens aussi qui découvrent le sport, qui découvrent le fait de bouger, d'avoir une activité physique régulière, et qui potentiellement vont se diriger vers le triathlon. Et donc je pense que tout ça, c'est à mon avis une génération aussi, d'athlètes post-Covid qui vont arriver aussi là maintenant ces années, voire dans quelques années, quoi. On l'espère tous. En tous les cas, c'est vrai que ça a été tellement traumatisant on se rend pas compte, mais quand on nous a annoncé de rester pendant 2 mois chez soi, ça a été on n'aurait jamais pu penser cela, donc on s'est adapté, mais ça a été quand même un traumatisme, on nous a enlevé de la liberté, et puis le pratiquant moyen de sport, il en a vraiment souffert. Il y a une souffrance qu'il faut réparer, parce que les gens ont perdu confiance. Donc là, j'espère qu'effectivement, en tous les cas de pandémie, le Covid est bien parti. Maintenant, on a encore un stress avec la guerre, avec toutes les crises sociales, économiques. Maintenant, je pense que le sport fait du bien, et on s'en est sorti donc pour le Covid. Les gens maintenant s'organisent en ce sens. Maintenant, l'organisation de pouvoir se mettre des projets qui sont coûteux en finances, mais coûteux aussi en temps, coûteux aussi sur le plan professionnel, sur le plan familial. Il faut un petit peu de temps encore pour que les gens puissent se relâcher et prennent confiance, parce qu'on est quand même, depuis la crise, on est dans un système qui est grâce aux médias ou à cause des médias qui nous maintiennent. Je me souviens, en novembre, on nous disait cet hiver, on va nous couper le courant, on n'aura peut-être pas de chauffage certains jours. Aujourd'hui, on a eu un hiver qui est quand même un petit peu froid. On n'a pas eu de coupure, mais on nous tient comme ça, quoi. Et mis à part cette période Covid, je veux dire, si on remonte un petit peu dans le temps, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où le triathlon au sens large a dû faire face à des gros enjeux? Non, je pense que franchement, comme je disais, il y a toujours eu des choses nouvelles qui ont mais en fait, là, on regarde, par exemple, le triathlon indoor est arrivé relativement vite. Il y a eu à Bordeaux un premier triathlon indoor, ça devait être en 92 ou 93 au Vélodrome de Bordeaux-Lac. Novateur de plein de choses. Les formats aujourd'hui qu'on voit, Super League,
les Australiens faisaient ces circuits-là déjà dans leur championnat austral. La pratique était déjà vraiment diversifiée, variée, parce que effectivement, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y avait pas de normes qui permettaient d'inventer plein de choses. Il y a eu des épreuves où c'était pas forcément natation, vélo, course à pied. Je me souviens aux États-Unis, il y avait une épreuve où on terminait par la natation, quoi. Voilà, donc oui, il y a eu plein de choses, mais c'est riche. C'était peut-être un peu contrariant parce que quand on parlait de triathlon, c'est quoi les distances, c'est quoi l'ordre, mais aujourd'hui, on parle simplement de discipline, de sport enchaîné, quoi. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Pour revenir sur ça m'intéresserait de comprendre pourquoi, en fait, aujourd'hui, l'ordre du triathlon, il est tel qu'il est. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu justement cette convergence vers, ok, en fait, le triathlon, c'est ça. Qui l'a défini à ce moment-là. Et juste avant, tu parlais aussi des formats en Australie. La sortie à l'australienne, ça vient de là? Oui. Ok. Oui. Mais en fait, il y a eu fédération qui a été mise en place assez rapidement. Enfin, un comité, le CONADE qu'on appelait en France. C'était donc en 85, je crois, jusqu'à 89 où il y a la fédération française de triathlon est née. Et puis donc dans tous les pays. Donc oui, il y a eu effectivement tout de suite des championnats, des normes, une fédération européenne, une fédération internationale. Donc oui, ça s'est vite organisé. En parallèle de circuits aussi qui existaient, des circuits privés. Je parle d'Ironman, on peut parler de challenge, on peut parler de choses totalement Xterra qui est arrivé. Enfin voilà, il y a plein de choses qui permettent, on va dire, aux pratiquants de pouvoir trouver la cible qu'ils souhaitent et de pouvoir varier. Donc oui, c'est un sujet qui est important parce que ça permet à l'athlète de pouvoir, selon les périodes, de changer d'objectif, d'avoir une diversité. Je pense dans les années 80, beaucoup de triathlètes étaient des runners. On a ceux qui faisaient le cross l'hiver, un marathon au printemps et quelques courses comme ça. Une fois ayant fait, on va dire, marathon de New York ou Paris ou autre, se sont challengés pour faire le triathlon de Nice ou pour faire un Ironman. Et puis voilà, les challenges ont été divers et nombreux, quoi. Tout à l'heure, Olivier parlait te demandait quels avaient été un peu les faits déclencheurs de l'augmentation du nombre de participants. Tu nous disais que ça avait été plutôt régulier. Vous avez quand même pas toi, à ton niveau, est-ce que tu as remarqué cet effet Jeux Olympiques? Parce que pour revenir un petit peu sur l'histoire du triathlon que j'ai, moi, j'ai commencé fin des années 90, et c'est vrai qu'à l'époque, tu disais que tu étais triathlète, que ce soit sur courte ou longue distance, t'avais quand même l'air d'être un surhomme. Et les gens connaissaient pas trop le triathlon, connaissaient un peu le marathon, mais pas trop le triathlon. Et donc tu rentres un petit peu dans des explications. C'est vrai que dès lors que le triathlon est devenu un sport olympique, alors évidemment en courte distance, je trouve que c'est passé un petit peu plus dans le langage commun, les gens étaient un petit peu plus déjà au courant de ce que c'était le triathlon. Et maintenant, j'ai envie de dire, faire un Ironman, c'est mainstream, c'est populaire. C'est qui n'a pas fait un Ironman? Franchement, qui est triathlète sans avoir fait un Ironman? Bon, moi, je lève la main. J'ai pas encore fait d'Ironman. Ouais. Non, mais tu as raison. Oui, sincèrement, quand on passe, même si c'est que tous les 4 ans, quand on passe sur l'Olympique, oui, c'est le nec plus ultra, c'est le nec plus ultra, et je souhaite que nos athlètes français qui sont sur une bonne dynamique, profitent de cette chance d'avoir en tous les cas les jeux à Paris. J'espère qu'ils seront tout aussi forts. Moi, j'ai souvenir de Londres, qui avait été pour moi la course qui était magnifique à Londres. J'espère que à Paris, en tous les cas, avec
cette chance de pouvoir faire les Jeux dans Paris, sur les plus beaux endroits de la capitale, va être aussi un tremplin pour notre sport. Certes, ce n'est qu'une distance pour des super élites, mais c'est comme tous les 4 ans. Dans beaucoup de sports, ça donne un éveil dans l'envie de pouvoir faire du triathlon, et la fédération travaille sur toutes les différences de pratiques qui peuvent exister. Pas forcément de l'élite, hein, mais des disciplines enchaînées, que ce soit le swimrun, etc. Hein, donc il y a plein de choses. Hein. Et donc qu'est-ce qui fait que ça a convergé vers ce format-là en fait? Enfin, il y a plusieurs distances évidemment, mais tu disais à l'époque il y avait des triathlons, on terminait par la natation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement c'est dans cet ordre-là, et c'est quoi qui a fait que ça a pu converger? Au départ, hein, le triathlon, enfin 78 est parti d'Hawaï, et c'est vraiment celui-là qui a quand même lancé l'histoire. Hein, et l'empreinte d'Hawaï est certainement ce qui a permis, on va dire, de décliner, on va dire, toutes les pratiques du triathlon et de triathlon quand on parle de natation, vélo, course à pied, sur les distances, toutes les distances qui existent. Donc c'est là-dessus, une évidence. Je pense que le départ natation a été aussi quelque chose de très populaire. Même si quand on était dans le départ natation, partir tous ensemble, c'était pas commun, mais ça a été. Je donne un peu l'exemple comme les 24 heures du Mans, hein, où les pilotes moto courent pour aller chercher leur moto, etc. Ce mass start, on voyait ça de nulle part, quoi. Donc ça a été, on va dire la carte postale du souvent on montrait dans les journaux le départ natation et toute cette marée de nageurs qui nageaient en même temps. Après, la chance qui a permis à notre sport de se développer, c'est peut-être aussi des icônes qui ont permis à travers la planète de. Enfin, moi, je pense que les Américains, Mark Allen, Dave Scott, Scott Tinley, voilà, ça a été des gens qui ont, je sais pas, ils ont vraiment, alors ils ont eu aussi très vite un niveau incroyable, mais ils ont dégagé quelque chose d'emblématique. C'était des athlètes charismatiques, et ils le sont encore. Ils le sont encore. Hein. Donc, je pense que ça aussi, ça a aidé. Hein. Je prends souvent le rappel de Patrice Martin qui faisait du ski nautique. Ce petit blond avec son père qui gagnait toutes les courses à l'époque, a permis en France, en tous les cas, de découvrir le ski nautique à travers lui. Bon, quand il s'est arrêté, aujourd'hui on voit plus de compétition de ski nautique. Hein. Donc je pense que c'est très important d'avoir des icônes qui peuvent lancer notre sport, et il y a eu en tous les cas. Ce que tu as peut-être fait aussi, du coup, tu as pu faire le relais en France d'une certaine manière. Oui, il y a une histoire en tous les cas, le petit jeune français qui essayait de grappiller du temps justement sur les Américains, en tous les cas sur un plan national. J'ai pu en tous les cas susciter beaucoup d'envie. On me le dit, ça me fait chaud au cœur, et c'est pour ça que j'ai continué dans cette voie-là à pouvoir soit entraîner, soit organiser, et je pense que j'ai en fait le triathlon est une grande partie de ma vie en tous les cas, ça c'est sûr. C'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Et donc à cette époque-là, à quel moment est-ce qu'on a vu les premiers championnats, les premiers clubs, les premières fédérations? À quel moment est-ce que le sport s'est structuré du coup? Très rapidement, hein, en 85, les premiers clubs sont sortis. Comme je disais, hein, Comité national de développement du triathlon en 85, je crois, ou 84, à l'issue de la finale qui n'avait pas eu lieu à la Grande Motte. Donc il y a eu ça jusqu'à 89, la création de la Fédération française de triathlon. Beaucoup de construction, de clubs, d'entraîneurs. En tous les cas, oui, ça évite. Ça c'est les circuits, les distances. Hein,
Ouais, on va rigoler, hein. Les distances, on parlait de triathlon A, B ou C. Le A étant la pseudo-distance olympique, le B la distance plutôt half et le C la longue distance. Donc oui, non, ça a été très très rapidement, on va dire, organisé, harmonisé, hein, sur un plan, on va dire national, européen et international, avec des compétitions qui ont vite été mises en place dans les différents niveaux de fédération. Donc voilà, difficulté, hein, de pouvoir manager tout ça quand un sport est neuf. Mais je pense que le triathlon a su éviter pas mal de, on va dire, d'embûches pour continuer à se développer. Et je pense en ayant passé les 20 premières années, je pense qu'on peut être, on va dire, clair sur la solidité de notre sport. Hein. C'est vraiment un sport qui donne beaucoup d'envie, hein. On a sans cesse un nombre croissant de licenciés, de participants, le nombre de circuits qui se créent. Voilà, comme je disais, on reste néanmoins un petit peu prudent comme dans beaucoup de sports. Cette période actuelle qu'on vit de l'après-Covid, la crise, etc. Mais voilà, je vois quand même que ce soit très tôt le matin, enfin les gens font du sport, donc voilà, il n'y a plus qu'à reprendre un peu confiance et ça repartira de plus belle. On peut dire que ils étaient assez ambitieux à l'époque parce que A, B, C, ça laisse quand même encore pas mal de marge pour les distances supérieures, ce qui est évidemment un peu plus compliqué quand on arrive au XL. Bon, on peut toujours rajouter des X devant, mais voilà. Ouais, bon, ça aurait été voilà, mais oui, il y avait déjà très rapidement, hein, il y avait ceux qui faisaient des 24 heures, des 48 heures. Enfin voilà, il y a eu très très rapidement beaucoup de choses. Le triathlon d'hiver, il y a eu le triathlon d'hiver, championnat du monde autour de Grenoble. Marc Allen était venu, il savait pas faire de ski de fond, etc. Mais il y a eu aussi à Valberg. Très rapidement, je trouve que ce sport a permis d'exploser dans des pratiques qu'on pouvait peut-être trouver bizarres sur le coup, mais aujourd'hui, 40 ans après, ces pratiques, elles existent encore, hein. Donc c'est vrai que tant mieux et ça permet en tous les cas aux sportifs, hein, que l'on voit tous les matins ou le soir ou dans les salles, d'avoir la capacité à prendre du plaisir parce que c'est super agréable, hein. On peut prendre, on va dire, un départ avec le champion, celui qui débute. On retrouve encore des gens qui sont avec des VTT, oui, voilà. Il y a un peu de tout dans notre sport, mais c'est ça qui fait aussi la richesse, quoi, en tous les cas. Et toi, tu es bon, aujourd'hui, t'as deux casquettes. On va dire, enfin deux, non, t'en as probablement beaucoup plus que ça, mais je vais dire en tout cas, il y a deux casquettes principales sur lesquelles on va peut-être pouvoir s'arrêter un petit peu. C'est un vis-à-vis de la fédération française de triathlon et l'autre vis-à-vis de Ironman. Et quel a été l'impact de chacun, donc d'un de la fédération et deux de Ironman dans la structuration du sport et l'évolution du sport en France? Bon, c'est une question assez large, on peut peut-être partir sur l'un et puis sur l'autre, et tu peux peut-être nous dire aussi ce que tu fais dans chacune de ces structures. Alors, je vais commencer par Ironman. Dans mon parcours, ouais, j'ai fait 20 ans de triathlon et très très fier de la ville où j'habite, qui m'a permis en tous les cas de pouvoir faire et de vivre ma passion et d'avoir en tous les cas un triathlon chez soi qui m'a à 16 reprises on va dire, j'ai pu vivre des moments incroyables avec toute une ville qui me supportait et voilà, je me suis senti assez rapidement dans l'âme d'un organisateur et j'ai proposé. Alors j'ai créé en 2000 mon premier événement que j'ai créé, c'était en 2000, le 2 janvier 2000, la Prom Classic, qui est aujourd'hui une course assez célèbre en course à pied, 10 km à Nice. Et cette course a vite pris un essor incroyable. Et puis très rapidement, voilà, je me rapprochais de ma fin de carrière. Et voilà, j'ai demandé à la ville d'étudier la possibilité
de passer sur la distance Ironman, parce que j'avais rencontré une personne qui pouvait, à l'époque, c'était des licences, qui pouvait, on va dire, qui souhaitait en tous les cas s'installer à Nice. Et donc tous les chiffres montraient que à cette époque-là, en 2004, toute course Ironman qui se montait à travers le monde obtenait un grand succès, de par la course, mais aussi sur les retours économiques. Hein, les retours économiques, parce que une course Ironman, ça suscitait tout de suite une 50% d'étrangers qui venaient à travers le monde, qui venaient en tous les cas sur des durées au moins d'une semaine, souvent en famille. Donc j'ai présenté ce dossier, la ville a dit ok, adieu pour le triathlon. Triathlon de Nice, passons à l'Ironman, parce que c'est la voie sur laquelle il faut se tourner si on veut on va perdurer, en tous les cas continuer à avoir une belle épreuve à Nice. Donc oui, depuis 2004, moi je me suis attelé à devenir organisateur. J'ai organisé en 2005 le premier Ironman à Nice, puis ensuite quelques années après à Aix, puis ensuite est venu Vichy, les Sables-d'Olonne, donc pas mal de développement. Et puis aujourd'hui, l'histoire revient un petit peu avec Hawaï, puisque Hawaï a décidé de mutualiser, on va dire, les championnats du monde en alternance garçons et filles. Alors ça fait beaucoup de bruit, mais laissons le bruit. Je pense qu'il faut vraiment que cette année 2023 puisse se passer, et que, en tous les cas, l'intérêt sportif montrera que on aura une course aussi incroyable à Nice, que Hawaï reste Hawaï, et ça sera tous les 2 ans, mais ça sera tous les 2 ans pour soit pour les hommes, soit pour les femmes. Il y aura toujours une course à Hawaï, il y aura toujours une course à Nice. Et je pense que sur le plan sportif, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent ça va être intéressant de voir autre chose, un parcours qui est atypique aussi à Nice, comme l'est aussi Hawaï. Et ce sont les sportifs qui vont écrire l'histoire, en tous les cas. Et il faut leur laisser le temps. Il faut qu'il y ait cette première édition, mais on n'enlève pas le mythe. Là aussi, Ironman est précurseur, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de revenir à une course un jour à Hawaï, mais c'était pas bien de ne pas considérer l'évolution de la pratique du sport féminin, et de leur dire on revient à 2200 athlètes au départ à Hawaï, il y aura 800 ou 700 femmes, le reste en hommes. Moi je suis parti, on l'a dit tout à l'heure, 1983. Le sport féminin était moi dans la région, je croisais une ou deux filles qui faisaient de la compétition vélo, mais il y avait jamais de filles qui faisaient du vélo. Aujourd'hui, le sport est en pleine évolution, en tous les cas sur le côté féminin. Et quand on a décidé de créer le championnat du monde aussi 70.3 femmes sur une course distincte, au début on a dit peut-être pas le niveau, ça prendra pas. Mais aujourd'hui, oui, c'est le sport féminin, en tous les cas les filles au top niveau, enfin les élites, les professionnels une Danielle arrive à faire, je me souviens plus, je crois que c'était en 2019, avait réussi à faire un vélo tout proche de celui des hommes. Potentiellement, je pense que il faut considérer le sport féminin. Et si on décide de mettre 2000 hommes sur une course au départ, pourquoi ne pas avoir 2000 femmes au départ? Et c'est là que Ironman prend un peu de risque, mais c'est de l'audace, et en tous les cas, c'est une vue qui est bienveillante pour le sport féminin, et de considérer le sport féminin en leur laissant un championnat du monde dédié aux femmes, pour moi c'est essentiel. Ok, et si on revient justement là-dessus, parce que c'est vrai que c'est aussi une des grandes questions ouvertes, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question par rapport à cette décision d'Ironman. C'était quoi l'objectif premier? Parce que ce qu'on a entendu, c'était que il y avait trop de monde, que c'était compliqué de le faire en un seul jour, etc. Mais j'imagine qu'il y a quand même d'autres raisons aussi. C'est quoi les raisons principales
de changer, enfin d'avoir justement deux lieux distincts pour les championnats du monde? Aujourd'hui, dans le monde de l'organisation, quel qu'il soit, pour organiser une course, c'est extrêmement compliqué. On utilise des routes, on utilise des plans d'eau, on utilise des chemins ou des routes pour courir. Par rapport il y a 20 ans, on faisait une simple demande, on avait la course qui pouvait se faire. Aujourd'hui, même le petit organisateur pour pouvoir organiser en termes de sécurité et même d'avoir la disponibilité de pouvoir de faire une course sur des routes, c'est compliqué. Et là où Hawaï, on pensait que Hawaï c'était le terrain de jeu essentiel pour faire du triathlon, ils ont commencé aussi à avoir des problèmes parce que l'île reste une île et il y a une population qui a sans cesse grossi, plus de monde, plus de commerce, de gens qui vivent sur l'île et couper l'île pour une course, là où avant personne ne râlait, maintenant les gens sont plus tenaces quoi. Et moi je l'ai vécu à Nice en 2019 quand on a fait les championnats du monde, samedi les femmes, le dimanche les hommes. On a eu énormément de mal à faire passer ça aux habitants. C'était compliqué. Donc si on veut vraiment avoir quelque chose de haut de gamme et sans faire quelque chose qui est rétréci et qui est pas vraiment accueillant, la solution a été, enfin on a beaucoup parlé là-dessus, la solution a été de choisir deux lieux. Aujourd'hui, les championnats du monde dans beaucoup de sports changent tous les 2 ans ou tous les ans. Il y a une périodicité qui est différente suivant les pratiques, mais pouvoir avoir, avoir un championnat du monde qui tourne. Hawaï restera Hawaï, mais après 4 ans à Nice, peut-être que ça partira en Australie, peut-être que ça partira à un autre et ça permettra aussi aux gens, celui qui a fait une fois ou 2 fois Hawaï, de découvrir autre chose. Voilà, et puis d'avoir des sportifs qui peut-être n'auront jamais la possibilité de partir à Hawaï, ou des sportifs qui n'auront jamais la capacité à supporter le climat d'Hawaï, à pouvoir se vivre autre chose. Et Nice, du coup, a été choisi parce que c'est justement un mythe, on va dire, dans l'histoire du triathlon mondial et français, évidemment. Oui, alors il y a eu aussi ce championnat du monde qui a été organisé 70.3 à Nice, qui a permis de montrer que c'était, en tous les cas, vu le nombre de nations que l'on a eu, le retour de tous ces athlètes a montré que Nice avait été plébiscité comme un événement, on va dire, incroyable. Et donc nous on a des surveys qui permettent, on va dire, de voir ce que les athlètes pensent sur toutes les destinations. Et l'histoire de Nice aussi. Et puis il fallait vite rebondir, c'est-à-dire que la capacité à pouvoir organiser un championnat du monde en quelques mois, parce que c'est pas, on va pas organiser le triathlon de Nice de juin, on va organiser les championnats du monde. Ça sera une course qui sera digne de l'appellation championnat du monde. Donc les choses seront dévoilées au fur et à mesure, mais on va vraiment et la ville de Nice l'a compris. Et beaucoup de villes n'avaient pas à travers le monde la capacité de pouvoir saisir une telle opportunité. Et la ville de Nice, vous connaissez, le grand départ du Tour, l'arrivée du Tour en 2024, un maire qui est toujours plein de challenges et qui permet d'avoir des choses qui se mettent en place, comme Nice avait accepté en 1982 de pouvoir faire cette première édition du triathlon. Et puis maintenant, plus de 40 ans après, on revient à ce je dis pas ce duel, mais oui, ça a été souvent un duel, parce que
on disait ouais, c'est qui le champion? Et c'est celui de Nice, c'est celui d'Hawaï, voilà. Et puis je trouve que c'est une belle histoire en tous les cas. C'est une belle histoire. Et c'est peut-être important aussi de la rappeler parce que c'est vrai qu'il y a eu, je crois qu'il y a quand même pas mal de critiques ou en tout cas, enfin voilà, les débats étaient assez animés justement suite à cette décision. Donc c'est peut-être pas mal de rappeler aussi un peu l'histoire et de remettre un peu le contexte par rapport à Nice et de dire bah voilà en fait Nice, pourquoi Nice? Bah Nice ça a aussi une histoire dans le triathlon. Oui, mais on n'a pas été surpris. Hein. Tout changement aujourd'hui, quel qu'il soit, montre toujours des vérités sur le comment, le pourquoi, etc. Mais nous, on est ferme sur notre position, à savoir que oui, on veut avoir un championnat du monde homme, un championnat du monde féminin. Organiser un 70-23, c'est plus facile qu'un Ironman. Et voilà, quand on dit l'athlète qui court son Ironman, mais la mise en place dans une ville pour un Ironman, c'est presque, en tous les cas, des routes fermées pendant plus de 30 heures, hein, entre l'avant et l'après, etc. Donc oui, c'est compliqué aujourd'hui de rendre, on va dire, des circuits totalement hermétiques, sécurisés, etc. Donc voilà, on veut vraiment surfer sur le développement du sport féminin. Et en tous les cas, aujourd'hui, moi ayant suivi et commenté sur l'équipe donc cette année pour Hawaï, ouais, cette course, bien sûr on parle de la course homme parce qu'on avait nos Français, parce que la course a été aussi incroyable, pleine de records, mais la course femme a été aussi incroyable, et il faut leur laisser la chance, et puis dans quelques années on dira mais quelle magnifique idée qu'on a eue, quoi. Ok, super. Impatient de voir ça. Pour contextualiser un petit peu, toi aujourd'hui, au sein d'Ironman, tu fais quoi? C'est quoi ton rôle? Bah là aujourd'hui, tout s'est recentré. Moi, j'étais sur le développement, et là du coup là sur 4 ans, organiser un championnat du monde, oui, c'est compliqué. Donc je continue à être le directeur de course pour l'épreuve de juin à Nice, double épreuve, hein, de 70.3 et Ironman. Mais là maintenant très concentré sur les championnats du monde. Hein. C'est vraiment un gros challenge, et je terminerai ma carrière là-dessus, puisque j'envisage à 63 ans de passer à autre chose. Hein. Mais oui, c'est un beau challenge, une belle histoire aussi pour moi d'avoir construit tout cela, et puis d'avoir la chance de pouvoir me dédier à un tel événement, quoi. Ouais, ça permet de marquer le coup en effet pour terminer, ouais, tourner la page en tout cas. En tous les cas, ouais, toute ma vie, elle n'a pas été calculée, elle a été plein d'opportunités. Alors ces opportunités, elles tombent pas comme ça. Il faut les solliciter. C'est quelque chose qu'on travaille. Je me suis investi dans beaucoup de choses qui ont peut-être permis cela. Mais bon, on parlait tout à l'heure de Fédération française de triathlon. Pour moi, ce sport m'a tellement apporté que je me disais il faut bien que j'apporte au moins quelque chose à cette fédération, parce que on est bon en France, on va avoir les Jeux. Voilà, est-ce que je peux donner quelque chose? Est-ce que je peux donner de mon temps? Est-ce que je peux améliorer les choses? Voilà, je me suis rapproché de Cédric Gosse qui était candidat. Il m'a dit oui, écoute, avec grand plaisir. Et puis voilà, maintenant je sais pas si je ferai du bon boulot, mais en tous les cas, je veux pas arrêter de ne pas pouvoir donner à un moment donné aussi dans ma carrière. Je disais enfin beaucoup d'athlètes pensent les fédérations c'est plutôt non pas toujours la bonne réputation, hein. Quand on parle de fédération, c'est toujours compliqué, et en tous les cas en charge du haut niveau, j'essaye d'être proche des athlètes, j'essaye aussi en tant qu'élu, de pouvoir porter le bon message, porter les bonnes décisions, et tel est mon engagement, et surtout avec ce magnifique cadeau que l'on aura en 2024 avec l'organisation des Jeux de Paris, si ça peut permettre aux Français d'avoir encore
un petit plus pour pouvoir gagner une médaille ou plusieurs médailles en fait, plusieurs médailles. Voilà, on va être clair là-dessus. Mais oui, je suis un passionné avant tout, donc je veux balayer tout ce qui peut m'apporter pour mon épanouissement, pour ce que le triathlon m'a apporté. Et donc tu vas marquer le coup avec les championnats du monde à Nice, les premiers championnats du monde à Nice. Ça, ce sera une chose. Après ça, tu comptes sortir de l'organisation Ironman, si j'ai bien compris. Non, sur les 4 ans, c'est-à-dire que je vais, oui, on a 4 ans, donc jusqu'à 2026, donc on a 4 éditions. 2026 ou 2027, je verrai pour prendre, on va dire, c'est le mot à la mode, la retraite. Je sais pas comment je la reprendrai, mais oui, je pense que je donne beaucoup d'énergie pour mon métier et oui, j'ai envie de prendre un peu plus de plaisir par la suite, de profiter. Alors je sais pas si j'arrêterai totalement, comment, mais voilà, je me pose pas de questions pour le moment. Ok. Et c'est donc 2026-2027, donc tu marques le coup, mais doublement, quoi, entre Paris 2024 avec la Fédé et avec les championnats du monde à Nice. Oui, alors proportion gardée, le 2024, je suis rien dans les jeux, mais quoi qu'il en soit, on aura la chance tous de pouvoir dans tous les sports avoir, je pense, on va avoir des jeux incroyables. On va avoir des jeux incroyables parce que on a des terrains de jeu. Je pense que nos Français travaillent tous très fort pour obtenir beaucoup de médailles. Mais oui, les jeux dans la capitale, ça va être inédit. Je sais pas si les futurs jeux continueront de pouvoir avoir la possibilité de cohabiter avec des grandes capitales comme cela, parce que je sais que là le comité d'organisation semble avoir des difficultés. C'est pas simple d'organiser dans un site historique qui est Paris, de pouvoir partager, on va dire, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'Hawaï, oui, c'est pas simple de pouvoir, même si c'est au mois d'août, d'organiser des jeux à Paris, de couper la vie de tous les jours. C'est extrêmement complexe, mais voilà, en tous les cas, ce projet, il est bien là et je pense que voilà, on va se régaler, quoi. Ok. Et en parlant des athlètes justement, parce que toi tu es en charge des athlètes de haut niveau au sein de la fédération, ça consiste en quoi exactement? Alors moi je suis l'élu en charge de tout ce qui touche au haut niveau, donc pas forcément que les athlètes olympiques, il y a les para-triathlètes, il y a les jeunes, en fait tout ce qui touche effectivement au sport de haut niveau. Moi, je suis rattaché simplement à être proche de la direction technique nationale, des cadres, de tout ce qui est pris en termes de décision, d'organisation sportive. Et puis moi, en tant qu'élu, de porter, on va dire, les décisions qui sont prises, de les faire adopter quand il y a des décisions, changements, etc. Et je pense que voilà, c'est la première fois que la relation direction technique et fédérale semble avoir, on va dire, du lien. Donc c'est pas simple. Je réussis pas tout ce que je souhaite, mais le but c'est que voilà, on fasse bloc et que voilà, en tous les cas, les résultats puissent, tant pour Paris, mais pour la suite, parce qu'il y a un après Paris, et il faut aller même 28, 32, etc. Je crois que la France a la qualité de pouvoir former, de construire du haut niveau. C'est le cas, on a de bons espoirs avec notre équipe olympique, mais on s'aperçoit aussi que sur les athlètes qui font de l'Ironman, on a 3-4 Français qui commencent à être, on va dire, de sérieux clients pour espérer peut-être voilà de détenir un titre mondial. Et c'est pas un hasard, parce que ces athlètes ont aussi commencé
Sam Laidlaw est passé dans les mains d'un pôle. Voilà, donc c'est aussi, il a été formé, il a été fabriqué par on va dire ce qu'on met en France en termes d'entraînement par les pôles et les entraîneurs, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut continuer à persévérer, ne pas baisser les bras. Et puis être capable de sortir tous les 4 ans ou tous les ans des champions. Et en parlant de tous ces grands champions, c'est quelque chose qui est revenu souvent sur le podcast, et notamment pour les athlètes sur longue distance. Il y en a plusieurs qui font partie, par exemple, du top 100, tu sais, du classement PTO, et qui pour autant ne parviennent pas à gagner leur vie de leur sport. Quelle est la situation aujourd'hui, la situation économique pour les athlètes, et comment est-ce que ça se fait que certains y arrivent, certains n'y arrivent pas, et pourtant quand on fait partie du top 100, on se dit que il y a quand même quelque chose, il y a du travail, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de choses, hein. Il y a des gens qui sont capables de susciter autour d'eux de l'intérêt à travers des collectivités, à travers des partenaires, à travers tout plein de choses, et d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Néanmoins, voilà, on est un sport en France qui est quand même bien porté, et il y a aussi des clubs qui sont on va dire des vecteurs essentiels dans le soutien de nos athlètes français. Les clubs ont souvent permis d'accompagner les athlètes sur un plan aussi logistique et financier. On va dire que cette professionnalisation à travers ce classement se met en place, et puis j'ai envie de dire, il manquait juste la locomotive, et la locomotive elle commence à être là avec nos athlètes français qui vont briller, et c'est certainement grâce à eux que ceux qui sont derrière vont pouvoir bénéficier de financement, d'intérêts de collectivités, de partenaires, voilà. Et puis voilà, la mise en place de teams, la mise en place de partenaires qui vont vouloir travailler peut-être sur notre sport, parce que je pense que notre sport est porteur de plein de choses. La communication, elle est vraiment en train aussi d'exploser sur notre sport, à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, à travers différentes sources de médias, mais c'est super fun le triathlon en tous les cas. Donc je pense que c'est en train de se mettre. Alors moi j'ai eu, pour revenir à moi, j'ai eu cette chance. Je pense que les athlètes des années 80-90, on n'a pas été, ça a été, je vais dire, un peu plus facile de pouvoir se lancer là-dedans, parce que l'intérêt, en fait, on n'avait pas autant de besoins, ça coûtait moins cher, mais on avait beaucoup plus de petits partenaires qui étaient capables de soutenir. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de soutenir un athlète, parce que il faut mettre quand même plus d'argent, et c'est difficile d'avoir des petits partenaires parce que ils ont leurs propres soucis financiers, hein. Mais oui, à notre époque, c'était assez facile. J'ai eu des partenaires très vite qui m'ont sollicité sans aller les rechercher. Il y a eu un petit peu à un moment donné un creux. Peut-être que c'est aussi l'olympisme qui a permis de se concentrer peut-être plus sur les athlètes olympiques. Mais maintenant, je pense que il y a les deux. Il y a les deux, et l'intérêt, en tous les cas, de nos sportifs qui font du longue distance va à mon avis reprendre, voilà, grâce aussi à ce classement aussi, hein. Je pense que c'est important. Il évolue, et puis ça sera certainement, on va dire, le curseur qui va permettre d'identifier, on va dire, des athlètes, hein, très rapidement. Mais donc c'est quand même quelque chose qui, comme tu dis, ça évolue. Et j'imagine, par rapport à il y a 40 ans, aujourd'hui, on peut plus facilement vivre du triathlon qu'avant, ou t'irais pas jusque-là?
Dans la densité, oui, on n'était qu'une petite poignée à vivre, donc c'était c'était peut-être différent. Maintenant, oui, Il y avait moins de concurrence. il y avait moins de concurrence. C'est sûr que maintenant, il faudra regarder des statistiques, combien de clubs en France permettent à des athlètes de pouvoir vivre. Alors club, c'est pas forcément que financeur, mais en tous les cas, qui soutiennent, on va dire, des athlètes qui ne font que ça soit ça soit sur la distance olympique ou sur d'autres formats, parce qu'il y a aussi les collectivités alors collectivités, villes, départements, métropoles ou régions qui permettent aussi d'avoir un soutien. Dès lors qu'on est inscrit sur la liste du haut niveau, on peut permettre d'avoir, on va dire, des bourses. Et puis après, on a quand même à travers notre pratique beaucoup de marques qui investissent dans notre sport. Donc le soutien, il est permanent et il va grandir. En tous les cas, faut qu'on surfe à travers nos résultats, à travers tous ces événements qui vont graviter entre Paris 2024, les 4 années de championnat du monde sur Nice, et puis si les athlètes font de bons résultats, c'est certain que ça sera plus facile que si on n'avait pas d'athlètes devant, quoi. Petit coup de pression du coup pour non pour les athlètes olympiques en préparation. Non, parce que je pense que ça soit athlète olympique, maintenant je les connais bien. Je pense que ce sont des athlètes au grand cœur, et s'ils sont devant, c'est que c'est des athlètes. Moi, j'ai pu voir Léo Bergère, il s'est pas posé de questions, il a pas eu même s'il avait annoncé la couleur. Je pense que il fonctionne vraiment au cœur, et ça fait vraiment plaisir, parce que quand on a cette mentalité, que ce soit aussi un Sam Laidlaw, il est parti et on a failli ne pas le revoir, quoi. Je pense que quand on n'a pas de complexe, qu'on s'entraîne dur, c'est comme ça aussi que je travaillais quand j'étais athlète. Je savais que chez les Américains, on disait ils étaient intouchables, mais moi j'en avais que faire. J'y allais et j'ai d'aller le plus loin possible. Je pense que c'est ça qu'il faut pas avoir de complexe, et on n'est pas moins bon que les autres. Donc c'est pas de pression surtout. Quand tu dis on n'est pas moins bon que les autres, ça se ressent peut-être aussi au niveau du circuit haut niveau en France, et je pense au Grand Prix triathlon, au Grand Prix de triathlon, qui est quand même connu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour être le plus ancien et l'un des plus élitistes au monde. T'as un avis là-dessus ? Oui, alors on parlait tout à l'heure de la France qui organise. Oui, la France a été avec ce Grand Prix, on va dire, un précurseur de pouvoir amener des plateaux incroyables. On avait tous les athlètes internationaux qui venaient courir ce Grand Prix. J'ai oublié aussi une autre chose, le France Iron Tour aussi à l'époque. Donc je pense que oui, on a actuellement un circuit qui est le Grand Prix. Certes, il est maintenant en concurrence avec ce gros calendrier que l'on a au niveau international, mais en tous les cas, il sert de tremplin pour les athlètes plus jeunes. Et il reste, on va dire un élément essentiel dans notre développement. Il faudra le repenser pour que on s'endorme pas dessus. Il faudra voir qu'est-ce qu'on met comme innovation pour que le rendre, on va dire, innovant. Mais il existe, donc c'est déjà beaucoup plus simple que de créer quelque chose. Ok, et on entend beaucoup parler il y a la fédération, il y a World Triathlon, il y a les Jeux Olympiques, il y a le PTO. Il y a pas mal d'entités différentes. Toi qui es un petit peu dans les coulisses, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui fait quoi et dans quelle mesure est-ce qu'il y a de la collaboration entre les différentes entités? Il y a les institutionnels que sont les fédérations, World Triathlon, il y a la fédération aussi européenne, et ensuite derrière toutes les fédérations. Donc là, c'est vraiment de l'institutionnel, et je pense que c'est grâce à ces normes-là que ça part pas non plus dans tous les sens, qu'on a pu conserver, on va dire, depuis le départ, tout ce qui fonctionnait.
de l'organiser, de le fédérer à travers toutes les pratiques. Donc, je pense que là-dessus, c'est pour ça aussi qu'on est passé aux Olympiques, parce que si on n'avait pas pu avoir cette organisation avec très peu de temps, en 2000, les premiers triathlons étant sortis en 78 à Hawaï, mais vraiment les premiers c'était dans les années 85. Passer Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques en 2000, c'était aussi du jamais vu. Donc on a montré à travers cette organisation un savoir-faire, une pertinence de pouvoir être olympique. Et puis après derrière, voilà, il y a des choses qui sont privées. Ironman, on parlait tout à l'heure du PTO qui classifie, on va dire, à travers des courses et donne des points pour classifier, on va dire, un ranking. Voilà, il y a des circuits comme la Super League. Voilà, d'autres épreuves aussi qui sont concurrentes à Ironman avec Challenge. Et voilà, maintenant quand je parle de concurrence, je pense que là il faut de tout, parce que si on y avait que Ironman qui existe, je pense que ça ne permettrait pas de pouvoir. Moi, je sais que en tous les cas, quand nous on organise une épreuve Ironman en France. Le dernier Ironman 70.3 qu'on ait créé, c'était au Sable d'Olonne, grâce à cette épreuve qui a eu dès la première année un succès incroyable. Le nombre de licenciés dans les clubs a considérablement augmenté dans la Ligue Pays de Loire. Les organisateurs de petites courses ont vu leur taux de participation aussi augmenter. Donc voilà, on travaille tous ensemble. On travaille tous ensemble pour le développement et voilà, je pense pas qu'il faille se tirer la bourre. Je pense que quand dès lors qu'il y a une bienveillance dans les règles sportives, je pense qu'on est encore capable de pouvoir grossir. Et le but, oui, c'est de grossir et de développer notre pratique. Oui, et en même temps, il y a de la concurrence, mais c'est sain aussi. Enfin, c'est ce qui permet de vous de dire, voilà, j'ai envie de faire, c'est ce qui vous pousse à faire mieux. Oui. C'est le principe même de la compétition. Si tu es triathlète mais que t'as pas tu cours mais tout seul et que t'as pas de concurrent, forcément ça aura pas la même saveur, on va dire. Donc Exactement. C'est ce qui permet au sport aussi d'évoluer. Oui. Et nous, en tous les cas, chez Ironman, on est malgré notre croissance, malgré nos difficultés aussi, on est sans cesse à regarder ce qu'il faut changer dans notre organisation. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'organisation. Chaque année, il n'y a pas une année où on se pose pas pour réfléchir et d'anticiper. On parlait tout à l'heure, les évolutions de pourquoi on fait une épreuve, un championnat du monde femmes uniquement. Pourquoi on a créé le running start pour les départs de natation. Ça a été et on l'a pas créé tout seul, on l'a créé grâce aux athlètes. Parce que les athlètes, quand on avait nos surveys qui tombaient chaque année, ou qu'on avait des athlètes qui disaient, des femmes ou des athlètes débutants qui disaient non, moi je peux pas faire parce que voilà, je me sens pas, je suis pas assez bon nageur, je vais me noyer. On a réfléchi et puis aujourd'hui maintenant, on a fait alors. Quand on a mis en place le running start, je me souviens qu'il y avait des épreuves qui restaient sur les départs mass start. Et dans les surveys, celles qui restaient mass start se faisaient massacrer. Donc voilà, on a entériné ces départs qui permettent aux athlètes de pouvoir nager librement à leur niveau, sans contrainte, et de pouvoir y faire effectivement ce qu'il faut pour faire leur course sans être on va dire chahuté, cogné, voilà, comme dans une machine à laver. Donc oui, on a organisé pour que on écoute sans arrêt les dires des athlètes pour évoluer, et puis et j'espère qu'il y aura encore d'autres évolutions pour que ce sport puisse encore évoluer et ait encore beaucoup plus de pratiquants. Et si on s'arrête vraiment sur les organisateurs, je pense que chaque label
à sa propre identité aussi. Tu mentionnais évidemment Ironman, Super League, Challenge, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi des labels beaucoup plus petits et indépendants, et des courses indépendantes évidemment. Oui. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi le positionnement d'Ironman par rapport à tout ça? C'est quoi l'identité, je dirais, d'Ironman par rapport à, je sais pas, un challenge qui a des courses quand même assez similaires? Je pense qu'on n'est pas challenge à quelques très grosses courses. Derrière, ils ont un autre niveau de course qui est peut-être plus petite que chez nous chez Ironman. Mais c'est vrai que nous, en 2010, quand Ironman a pris la main pour créer une organisation mondiale, on a essayé de rendre, on va dire, toutes nos courses à un standard identique. C'est-à-dire que si on organise un 70.3 ou un Ironman, il faut ça et ça pour que l'athlète, lui, il ne soit pas contraint à choisir par défaut telle ou telle course. S'il veut aller en Amérique du Sud courir, ou s'il veut aller aux États-Unis, en Australie, en France ou ailleurs, il va s'inscrire et il aura un gage de qualité avec un standard sur l'organisation, que ça soit sur la pratique, que ça soit sur la sécurité, un gage de savoir-faire. C'est là-dessus qu'on travaille. Ironman en 10 ans a vraiment explosé le nombre d'épreuves. Je dirais une bêtise sur les chiffres parce que ça change sans arrêt, mais je sais que quand en 2010 Ironman a repris la main sur l'ensemble des courses, puisqu'avant c'était des licences, on n'était qu'une dizaine d'épreuves en Europe et maintenant on ne compte plus. Il y a une cinquantaine de courses, voire même plus. Donc c'est le standard. Maintenant, quand on grossit, c'est pas toujours simple aussi de pouvoir faire d'une façon globale les petites choses que l'on ferait si on était indépendant. Maintenant on a des équipes qui travaillent et quand on a des courses qui se rapprochent, croyez-moi que c'est compliqué. Quand on organise Nice le 25 juin et que le 2 juillet on doit organiser aussi au Sable, il faut se mobiliser. Il y a toute une logistique. On travaille pour, mais il faut que les athlètes comprennent que derrière leur pratique et le jour où ils partent au coup de canon, il y a énormément de gens qui travaillent derrière. Il y a tous les volontaires, il y a toutes ces autorisations qui doivent être, on va dire, certes transparentes pour celui qui participe, mais il faut aussi penser que derrière il y a un énorme travail. Et j'encourage toujours les athlètes à avoir le respect des gens qui travaillent pour cela, parce que c'est devenu tellement dur. Je pense que encore notre gage, c'est d'avoir gage de réussite pour le triathlon, c'est d'avoir des volontaires qui peuvent nous aider et pouvoir organiser les courses. Sans les volontaires, on n'en serait pas là. Donc je pense que ça c'est important aussi que les athlètes le reconnaissent, On peut parfois avoir quelques difficultés, mais globalement, on va dire, on essaye d'être bon là-dessus, Après, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des courses qui sont pas du tout labellisées, et il y en a aussi en France des courses qui sont des piliers. Parler de l'Alpe d'Huez, Gérard Armé, etc. Ce sont des courses. C'est ça aussi la France. C'est aussi des courses qui sont là depuis tant d'années et qui continuent de faire d'attirer beaucoup d'athlètes à vouloir participer à cette course-là. Et c'est pas contradictoire à Ironman en tous les cas. Et on va y revenir parce que je me l'étais noté justement, notamment par rapport à l'Ambraman, oui. Parce que je sais que c'est une course que tu as gagnée quelques fois, donc je te propose qu'on revienne rapidement dessus après. Mais juste pour clôturer sur Ironman, il y a aussi une nouvelle distance qui est apparue il y a pas, alors je sais plus en quelle année c'était, mais c'est assez récent, je pense, les distances olympiques Ironman.
Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien? C'est quelque chose que vous comptez développer davantage? C'est un test? Ça permet d'attirer plus de gens, peut-être un peu plus débutants? Non, on a arrêté. En fait, on a dû faire le 51-50 à Marseille. On l'a fait deux ou trois fois. En fait, c'est pour amener, on va dire, quand on a déjà une course existante, la possibilité à des athlètes de pouvoir faire, quand ils peuvent pas faire un Ironman, de pouvoir faire autre chose. Mais comme je le disais tout à l'heure, cette idée montre que c'est tellement dur d'organiser et tellement contraignant. Quand il y avait, on avait cette capacité à pouvoir organiser plusieurs courses dans le même week-end ou le même jour. Mais on s'est vite rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, pour la charge des villes et des communes qui participent à cette évolution de nos courses, ça devient de plus en plus lourd. Donc surchargé par un autre événement et de demander en tous les cas plus de sécurité est vite devenu, on va dire, un obstacle. Et on a voulu vraiment se concentrer sur les courses qui sont essentielles pour nous, que sont le 70.3 et l'Ironman. Voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Et je sais qu'aujourd'hui les athlètes, ils attendent après nous soit de faire du 70.3, de faire de l'Ironman. Voilà, c'est là-dessus. Donc il y a suffisamment dans le calendrier des gens qui font des distances olympiques, enfin tout ce que l'on peut, le XS, etc. Donc alors, concentrons-nous sur ce que les gens nous demandent. En tous les cas, le 70.3 et l'Ironman. Mais pourtant, il y a encore des courses 51-50 qui s'organisent aujourd'hui à l'agenda. Là, en 2023, il y en a plusieurs. Oui, mais elles sont pas seules. Elles sont dans des endroits qui sont encore capables de pouvoir supporter plusieurs courses en même temps. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'axe de priorité là-dessus, quoi. Alors, juste pour la petite anecdote, on parle de 51-50, on parle de 70.3, c'est les distances totales cumulées en miles, parce que on parle d'Ironman, mais 70.3 parce que c'est la moitié de 140.6. Voilà, ça c'était juste le petit point culture Exactement. générale sur le triathlon. Exactement. Yes. Tu as bien fait de le rappeler parce que c'est vrai que il faut le rappeler sans arrêt parce que ça peut être 70.3, d'où est-ce que ça sort? On est sur quelle planète, quoi? Non, tout à fait. Et c'est vrai que bon, autant je pense qu'on a des auditeurs qui sont très fidèles, qui sont là depuis le début et qui ont écouté tous les épisodes jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, il y a peut-être des gens qui nous découvrent aujourd'hui. Donc si c'est le cas, bienvenue sur le podcast. Et effectivement, ça vaut la peine de rappeler. On parle tellement de l'Alpha Ironman, les gens encore parlent beaucoup de l'Alpha Ironman. Et on n'est pas, on leur explique, mais voilà, ça se comprend bien aussi ce que représente un Alpha Ironman. Tout à fait. Et donc pour terminer peut-être sur Ironman justement, il y a eu aussi un petit nouveau qui est arrivé dans le groupe Ironman, qui est l'UTMB, Oui. qui est quand même une belle référence aussi dans le monde du trail en l'occurrence. C'est quoi la vision pour Ironman en tant que groupe? Tout le développement des sports outdoor. Et c'est vrai que l'UTMB, en fait, le trail fait penser un petit peu à ce qu'était le triathlon. Alors, je dis pas que le trail est au début, mais en tous les cas, l'idée est peut-être d'organiser. Alors, au départ, ça peut-être ne pas plaire, et puis c'est tellement récent que là encore, on n'a pas la science infuse, mais je pense que c'est une bonne idée de pouvoir imaginer que l'UTMB devienne sur la même forme que ce que nous on a organisé avec Ironman, avec des places qualificatives et une finale. Je pense que ça peut être l'idée, et c'est je pense légitime d'avoir eu cette idée, et j'espère que ça permettra aussi à ce sport de pouvoir encore se développer, d'avoir encore plus de soutien. C'est extrêmement dur aussi d'organiser une épreuve comme celle-ci. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de volontaires, beaucoup de risques aussi. Et je pense que voilà, on est capable d'apporter, en tous les cas avec notre expérience, peut-être certaines choses dans ce sport.
Voilà, donc si on peut, on va dire mutualiser, je pense que mutualiser dans certains sports les valeurs, les forces et tout ça, je pense que c'est excellent, c'est excellent. Et du coup, ça veut dire on est quand même aussi dans une phase de standardisation, peut-être un petit peu du sport et là du trail, puisqu'on parle de ça. C'est quelque chose aussi qui est critiqué pas mal aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans le monde du trail, il y a ce côté, il y a cette vision très sport nature et où justement on est complètement libre. Et en même temps, bah, si on veut faire évoluer le sport et peut-être aller vers une distance, une discipline olympique un jour, bah forcément, oui, il faudra un peu plus de règles, un peu plus de normes, il faudra des standards. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que le trail deviendra une discipline olympique un jour? Ouais, quand on regarde les disciplines qui passent, je ne donnerai pas de nom, les disciplines qui passent olympiques, j'ai envie de dire oui, que bien sûr que le trail pourrait, sous quelle distance, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une magnifique épreuve, une magnifique pratique. Si l'UTMB peut permettre d'avoir à peu près le même schéma que le triathlon a connu, aujourd'hui il y a aussi un championnat du monde qui a été organisé l'an dernier de trail, etc. Ils en sont aussi dans, comme tu le disais, hein, c'est le balbutiement. Et pour autant, il y a aussi des athlètes incroyables qui pratiquent ce sport. Bon, je pense que si grâce à cela, ça peut contribuer à une harmonisation et à une organisation, on va dire plus cadrée, sans forcément mettre, on va dire, des contraintes et puis enlever les valeurs que sont le trail, tant mieux si ça peut devenir olympique ou avoir des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, des circuits, tant mieux. En tous les cas, ça ne fait qu'améliorer, on va dire, les gens à aller faire du sport, à sortir de chez eux, à avoir une meilleure santé. Et puis de faire un sport qui est à travers la montagne, qui est extraordinaire, quoi. Donc on va pas pleurer là-dessus, quoi. Pour revenir peut-être un petit peu sur ta carrière de sportif en tant que tel, parce que c'est vrai on n'est pas trop repassé sur ton palmarès, etc. Donc on a plus parlé du reste évidemment et de ta vision et de l'histoire du triathlon. C'est quoi ton meilleur souvenir de course? J'ai jamais vraiment donné. Je pense que j'ai essayé de choisir en fait tout au long de ma carrière ce que j'avais envie de faire et de le vivre avec toujours la même motivation, la même envie, essayer de vivre pleinement la vie et en tous les cas, ce que je dis d'une façon globale, c'est pas ma carrière se résume pas à un titre ou une performance, un record. Je pense que ça peut être des courses où j'ai pu connaître aussi des difficultés. Ça peut être des courses naturellement où j'ai gagné. Ça peut être des courses où j'ai eu des émotions différentes. Ça peut être des courses où des athlètes m'ont permis d'aller chercher, on va dire le meilleur de moi-même. Mais en tous les cas, quand la carrière se termine, et je dis souvent aux athlètes, c'est pas les larmes que l'on a à la fin d'une course qui peuvent changer. Je pense que c'est globalement, c'est cette chance, en tous les cas pour moi, d'avoir eu 20 ans, d'être sportif et de pouvoir rencontrer, voyager, faire du sport au quotidien. Ça c'est ma victoire. Voilà. Maintenant. Oui, j'ai eu des triathlons Nice, cette fameuse course en 92 où cette bagarre avec Mark Allen jusqu'à la ligne d'arrivée restera certainement l'une des plus belles, même si c'était une seconde place, mais plus belle parce que on s'est encore vu il y a quelques jours quand il est venu à Nice dernièrement. Voilà, on en reparle et pour moi c'est aussi gage d'un grand moment qu'on a pu vivre ensemble.
et en tous les cas avec une belle personne qu'était Mark Allen. Voilà, maintenant ma première course, ma dernière course, mon titre de champion d'Europe aussi en distance olympique au Portugal à Cascais, mes Embrunman, voilà, mais plein de petits challenges. Voilà, je peux pas faire une classification. Franchement, c'est compliqué. Je globalise maintenant parce que ça fait quand même 20 ans que j'ai arrêté. Et je mets tout dans le même panier. C'est vraiment cette chance que j'ai pu avoir d'être athlète pendant presque 20 ans et tout ce que j'ai pu vivre grâce à cela, quoi. Ce serait quoi ta course à toi? Il y a, je sais pas, tu prends Frédéric Van Lierde par exemple, bah c'était Nice, tu vois, qu'il a pu gagner à plusieurs reprises. Voilà. Bon, toi t'as gagné 5 fois. Ouais, 5 fois en Brahman. Est-ce que on peut considérer que l'Embrunman c'est ta course à toi, ou il y en a une autre? Alors oui, naturellement, j'ai fait 16 fois, je crois, le triathlon de Nice, mais en fait, moi j'ai toujours aimé les courses où la montagne. En fait, j'étais en vélo, j'étais grimpeur, donc enfin j'étais plus grimpeur que rouleur. Néanmoins, j'ai pu aussi gagner sur des courses avec des bonnes performances en tant que rouleur. Mais bon, Embrun était vraiment pour moi la course de montagne. Voilà, la course de montagne, et ça correspondait à une date où voilà, au début d'été, je sortais de mes parcours classiques autour de Nice pour aller chercher l'école, et effectivement, je continue quand je fais du vélo en été, d'avoir un énorme plaisir d'aller monter le Turini, le col de Brosse ou tant d'autres. Et c'est pour moi, on va dire, c'est d'avoir une course qui puisse permettre cela, en tous les cas en moi, dans un site aussi magnifique. Et voilà, je l'ai pas fait d'une façon régulière. Je l'ai fait au début de ma carrière. Je l'ai essentiellement fait aussi dans ma fin de carrière. Parce que dans ma fin de carrière, je voulais être plus libre et profiter de ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais en tous les cas, oui, j'ai adoré participer à Embrun. C'est une chance, hein, certainement. Maintenant, ça aurait pu être une autre course. Voilà. Après, en tous les cas, oui, ma philosophie de pouvoir monter l'école, en tous les cas, c'est pour moi quelque chose encore toujours valable à ce jour. Olivier, t'as posé quelques questions un petit peu sur le passé, justement, ton meilleur souvenir, ta course, la course de Monsieur Yves Cordier. J'aimerais bien qu'on essaie de se projeter un petit peu et puis ressortir quelques infos, notamment pour nos auditeurs. On a l'habitude de poser la question fatidique du podcast, qui est comment devenir triathlète. Donc Yves, je te la pose aussi. À ton avis, toi qui es Monsieur Triathlon en France depuis plus de 40 ans, comment devenir triathlète? Je pense que aujourd'hui, si on regarde autour de soi, on devient triathlète parce que on a forcément un camarade qui nous a, un ami qui nous a poussé à découvrir ce sport. Souvent, c'est voilà, t'as fait ça, et puis ou alors pourquoi tu viens pas faire? Et souvent, c'est cette opportunité-là qui crée le challenge. Enfin, la plupart des amis que j'ai, enfin, de ce que j'ai pu entendre, c'est souvent une opportunité qui se crée comme celle-ci. Alors c'était il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on avait l'impression pour le coup, de devoir monter l'Himalaya. Aujourd'hui, passer au mode triathlon, il y a tellement de choses qui permettent de le faire à travers, on va dire, des disciplines, progressives, à travers des distances progressives, à travers des entraîneurs, à travers des clubs, à travers des courses qui sont aussi proches de chez soi. Donc voilà, maintenant des façons de s'entraîner, on parlait moi en 89, cette fameuse épreuve mythique à Hawaï, quand Mark Allen bat Dave Scott pour la première fois. Je me souviens quand même que moi j'avais quand même halluciné, sur les parcours, il y avait pas de
il y avait pas de barres énergétiques, il y avait pas tout ça, quoi. Et sur les ravitaillements, c'était des cookies américains et la banane, le cookies et puis voilà. Donc le Coca, ouais. Aujourd'hui, maintenant, entre l'évolution des gels, des bars, des boissons, le cardio, le capteur de puissance. On arrive avec simplicité à pouvoir mettre en tous les cas quelqu'un sur le lancement de devenir triathlète. Je pense que c'est cela. Maintenant, il faut avoir ce petit flash, ces yeux illuminés qui disent et pourquoi pas je ferais pas ça. Voilà. Et c'est souvent moi je vois les gens qui arrivent au club, c'est un peu comme l'enfant qui est devant la boulangerie qui veut le plus gros gâteau, c'est-à-dire que souvent le triathlète, il veut pas commencer par le petit super sprint du coin. Il se dit moi je veux faire le gros là-bas. Je veux faire cet Ironman ou cette course qui paraît, on va dire, qui est un défi vraiment très important, parce que s'il n'y a pas de gros défi, si c'est simple, je pense que c'est pas ça qui donne envie, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment le challenge et de mettre en place, en tous les cas, pour la personne qui va se lancer, c'est de mettre toute une infrastructure, on va dire, autour de sa vie familiale, professionnelle, financière pour acheter, parce que ça reste malgré tout quand même un sport qui coûte cher. Dans l'équipement, dans l'entraînement. Voilà, il faut être capable de pouvoir avoir tout ça. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'on devient triathlète et chaque personne qui fait du triathlon peut être un vecteur communicant pour en faire partir d'autres. Ouais, écoute, c'est un peu ce qu'on fait sur devenir triathlète. On essaie d'être un vecteur communicant. Ouais. On est revenu souvent sur la question du coût on dit voilà, souvent on dit le triathlon c'est un sport qui coûte cher. Oui et non. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'effectivement une inscription à une course Ironman, oui, ça coûte cher, mais bon, parce qu'il y a aussi une organisation derrière et voilà. Mais potentiellement un vélo de chrono, oui, ça peut vite coûter cher aussi, mais potentiellement nager, courir et rouler à vélo, à partir du moment où on a quelque chose qui roule, un minimum, je veux dire, on n'a pas besoin de grand chose. On peut aussi se débrouiller avec pas grand chose sur des petits triathlons locaux, etc. Et ça peut ne pas coûter si cher que ça. Voilà. Après, c'est clair que si on a envie d'évoluer et d'atteindre du haut niveau, oui, bien sûr, évidemment, c'est sûr que ça coûte cher, mais on n'est pas obligé non plus d'en arriver là. Je veux dire, on peut aussi faire du triathlon de manière très simple avec le vieux vélo qui traîne dans le garage, et voilà. Et ça peut être aussi très bien pour une première expérience. Et ça, donc ça doit pas être un frein. Non plus. Et tu as raison, parce que j'ai souvent un peu l'impression que la personne en fait qui arrive dans un club peut être un petit peu gênée quand il voit très rapidement le monde qui est autour, les équipements que tout le monde possède. Ça peut être un frein souvent de se dire je vais peut-être être ridicule ou c'est pas ma place, c'est pas ce sport. Donc tu as raison de le dire que voilà, il y a vraiment la possibilité de faire en toute simplicité, sans avoir la dernière combinaison, le dernier cri, sans avoir effectivement le dernier vélo avec toutes les composantes, les dernières innovations. Une paire de baskets toute simple peut suffire de courir. Un vélo, comme tu dis, qui est en bon état peut le permettre. Et donc il faut démystifier un peu cette image un peu bling bling. Je suis désolé de le dire, mais c'est souvent un peu ça qui ressort pour que on puisse ne pas empêcher les athlètes de se lancer à faire de la pratique dans le triathlon. Oui, tout à fait, parce que ça devient une mode aussi, tu vois. Enfin, je vois des gens qui vont à la salle de sport, mais qui font pas forcément de course à pied, mais ils ont des Vaporfly à 250 €, tu vois. Oui. Et tu dis why not, mais je veux dire, t'as peut-être pas besoin de, tu vois, donc c'est vraiment de l'esthétique. Et donc ça devient un peu une mode aussi. Ouais. Et forcément les marques jouent un petit peu là-dessus aussi, mais voilà, c'est pas nécessaire comme tu dis. Voilà, on peut les faire les choses aussi de manière assez simple, parce que finalement c'est ça, le triathlon, ça reste une combinaison de
sports les plus simples. Exactement. Enfin bon, avec peut-être le vélo qui qui demande un minimum quand même de matos, mais sinon c'est des sports assez simples qu'on peut faire de son côté de manière individuelle et voilà, on n'a pas besoin de grand chose. Oui. Non, mais bon, c'est bien de rappeler cela et d'enlever ce caractère un petit peu, on va dire, inaccessible. Voilà. Et je pense que bon, c'est vrai que il y a quand même, de par la pratique multiple qu'il y a dans nos programmes et calendriers, je pense qu'il y a de la place en tous les cas pour se lancer et vivre entre copains, amis, une belle aventure, une belle première aventure. Il y a beaucoup de triathlons qui permettent cela. Juste un petit point sécurité, hein, et je me permets de rebondir dessus. Il faut effectivement pas forcément grand chose pour commencer le triathlon. On en a parlé aussi dans le livre Devenir triathlète. Par contre, sur le vélo, n'oubliez pas le casque. Et là, Yves, franchement, j'ai revu justement le triathlon de Nice de 83 et il y en a beaucoup qui partaient sans casque à l'époque. Bon, maintenant c'est plus le cas, surtout en compétition, mais à l'entraînement aussi, pensez à mettre votre casque. Ouais, tu as raison et on a été, je pense que le casque est venu. Oui, je pense que 84 encore, on mettait pas de casque, je pense que ce sont des accidents multiples dans le cyclisme même professionnel. Donc, on a commencé à mettre, ça a été réglementé très tôt quand même dans le triathlon, hein, mais les cyclistes professionnels ont longtemps boycotté le casque, hein, et puis aujourd'hui, voilà, ils l'ont tous. Et pourtant, ça a été quand même une lutte assez intense, mais on peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, la moindre chute et qui plus est maintenant avec l'intensité des vitesses qui sont pratiquées dans les courses vélo, c'est le casque paraît, on va dire, essentiel et fait partie d'un accessoire comme on met des chaussures vélo. Et en tous les cas, oui, il faut se rendre compte de chaque fois qu'on prend le vélo, d'être attentif. Alors bien sûr le casque, mais d'être attentif à ce qui se passe autour. Hein, on n'est pas seul sur la route. Je dis souvent, même dans les descentes, naturellement, on voit les courses, on a envie de descendre un peu comme les coureurs que l'on voit à la télé, mais non. Faites attention, il y a des gens qui sont en voiture, qui montent, qui descendent, qui veulent vous doubler. C'est extrêmement, on va dire, dangereux. Et voilà, à chaque fois, on prend le vélo et on se dit d'un petit coin dans la tête, on va faire attention. D'autant plus dans ta région, que je connais très bien parce que mon père habite dans la région aussi. Et encore une précision, quand on parle du casque, on parle pas des écouteurs. C'est le casque de protection qu'on met sur la tête, pas dans les oreilles. Bravo. Très bien. Top. Et Yves, merci à toi. Écoute, grand merci. J'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment très sympa de balayer, on va dire, tous ces moments qui ont été dans ma vie, le triathlon, et j'espère que il y en aura d'autres pour pouvoir vous faire profiter sur d'autres thématiques, pourquoi pas. Tout à fait, avec grand plaisir, nous a fait voyager dans le temps. Donc ça nous a moi ça m'a donné envie d'aller revoir effectivement ces fameuses vidéos dont nous parlait Hermano à l'instant. Donc voilà, revoir un petit peu d'où ça vient. Mais c'est sympa effectivement de regarder. J'en ai vu une là, Nice 84 où j'avais oublié, mais tu as raison, on revoit des choses, du matériel, des pratiques. Enfin voilà, c'est extrêmement enrichissant, ou alors même des fois même surprenant de se dire ah ouais, quand même à cette époque-là on pensait à faire ça ou ça. Non, je suis un fan aussi de ça, de regarder ça. Bon, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, encore une fois. Ouais. Le site Triclair référence pas mal des vidéos qui existent en streaming sur YouTube. Et donc, on invitera nos auditrices et nos auditeurs à les voir. Yves, peut-être juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi en dehors de l'organisation de l'Ironman tous les ans sur la Croisette, pas sur la Croisette, sur la promenade des Anglais. La promenade. Moi, je suis quelqu'un en vélo, bien sûr, c'est possible. Après, oui, je partage pas énormément sur les réseaux sociaux, mais voilà, je suis pas fermé. On m'écrit souvent, on peut me téléphoner, voilà. Donc
Alors évidemment là, j'ai quand même une vie un peu chargée avec tout ce que je pratique, mais moi j'adore faire du sport avec les autres, donc oui, ça peut être un moyen. Sur le vélo, c'est génial, quoi. Bon bah écoute, moi je serai du côté de Nice autour du 10 juin, parce que je fais une traversée de la France en courant et l'arrivée sera à Menton, donc peut-être que j'aurai l'occasion de te croiser à ce moment-là. Ouais, mais pourquoi pas, hein, on se tient en courant, ouais, bien sûr. Bravo alors en tous les cas, parce que c'est un beau projet. Merci beaucoup. Au plaisir effectivement d'aller échanger quelques kilomètres avec toi Yves, et encore merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. On te libère. Grand plaisir, c'est pas une libération, c'était un plaisir, donc voilà, et faites vraiment du sport et profitez d'avoir cette chance de pouvoir pratiquer le sport, parce que c'est rien que dans ces moments-là qu'on est bien, quoi. Vraiment, on oublie tout et tout le monde est égalité quand on fait du sport. Merci pour ce mot de la fin. Allez, à la prochaine Yves et Hermano, on se retrouve dans une semaine, et vous tous, chers auditeurs et auditrices. À bientôt. Ciao. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.